On va reprendre après cette courte pause. Donc on continue notre matinée autour de la question des mobilisations et on va changer de chronologie et on va accueillir donc Sophie Touladian qui est enseignante en prépa, qui est chercheuse affiliée au LARA et qui a soutenu récemment une thèse intitulée « Les Arméniens dans la rue », se focalisant sur la période 1970-1985 avec une comparaison entre les cas de Paris et Lyon. Voilà. Donc, donc nous t'écoutons, Sophie, pour cet exposé. Et puis ensuite, nous écouterons Sosi Tatikian, que je présenterai également. L'intitulé exact de la recherche, c'est « Les Arméniens dans la rue, des mobilisations entre héritage, emprunt et réappropriation », donc de 1970 à 1985 à Paris et à Lyon. L'intitulé de la communication aujourd'hui est donc « La rue est aux Arméniens, manifester à Paris contre la Turquie à la fin des années 1970 ». Et je vais plus particulièrement me focaliser sur les manifestations sauvages du mouvement Libération arménienne à la fin des années 1970. Et donc, le propos de cette communication est de montrer que, à partir du milieu des années 1970, l'usage de la rue a contribué à faire émerger la question arménienne, une question nationale non résolue et un crime de génocide non reconnu dans l'espace public français, autant que la voie diplomatique, voire la lutte armée. Plusieurs contextes peuvent expliquer cette émergence de la question arménienne dans la rue. Alors, tout d'abord, dans le monde, le milieu des années 70 correspond à la fin de la décolonisation qui a impulsé des dynamiques émancipatrices. En diaspora, ensuite, 3 paramètres reconfigurent les mobilisations arméniennes, l'affirmation de la 3e génération migratoire, la lutte armée arménienne contre les représentants de l'État turc entre 1975 et 1985, et enfin l'émigration, notamment d'Arménie soviétique et issue du Moyen-Orient en raison d'un contexte géopolitique heurté. 3e contexte, la France, bien sûr. La France est parcourue par le sillage des dynamiques protestataires issues de mai-juin 68 et les luttes dans la 2e moitié des années 1970 sont en train de se transformer. Elles sont plus autonomes vis-à-vis du pouvoir et politique et très interdépendantes. Elles portent des revendications plus sectorielles et sont davantage liées à une cause spécifique d'un groupe d'individus, souvent urbains et dotés en capital social et culturel, comme les mouvements pacifistes ou les mouvements régionalistes. Enfin, à Paris, 4e échelle et 4e contexte, ces luttes, donc françaises, s'expriment par des manifestations qui leur donnent une visibilité dans l'arène médiatique et politique. Les Arméniens transforment ainsi la commémoration du 24 avril 1915 en cérémonie de deuil, en manifestation, mais ne se contentent pas seulement de manifester le jour du 24 avril, ils pratiquent aussi d'autres performances de rue, comme des grèves de la faim, des occupations de locaux, ou encore ces manifestations sauvages que je me propose d'étudier devant vous. Il faut savoir, dans un contexte plus précis, que ces manifestations sauvages sont une réponse aux différentes manifestations du 24 avril qui ont été interdites à Paris en 1976, 77 et 78, qui ont été bravées et qui ont donné lieu à des interpellations. Donc presque 150 en 1976, une quarantaine en 1977 et une cinquantaine en 1978. Et donc ces manifestations sauvages sont une réponse à ces interdictions, puisque l'interdiction est perçue comme injuste et donc donne des raisons de multiplier les performances de rue. Alors, je vais juste présenter brièvement mes sources. Donc, 2 types de sources ont été mobilisées et croisées. Donc, des sources internes à la communauté, notamment le journal Aybaykar du mouvement Libération arménienne, qui pratiquait ces manifestations de rue et qui les mentionne une fois. C'est la photo qui est derrière vous, en 1978. Ce sont surtout des sources orales qui ont permis d'étudier ces manifestations de rue, puisque tous les militants interrogés convergent tous pour dire leur rôle et le format qu'elles prenaient. Enfin, des sources externes, puisqu'il s'agit des rapports de police aux archives nationales qui décortiquent toutes les manifestations, pas les manifestations sauvages, mais les manifestations pour les prisonniers politiques, les manifestations du 24 avril, etc. Et puis aussi les archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Cette communication se situe sur le plan historiographique dans un triple décentrement qui est lié aux années 68. En effet,
On dit plus désormais mai-juin 68, mais on dit les années 68, qui désignent une période, donc la décennie des années 1970, qui est une décennie protestataire, donc dans le monde entier, et plus particulièrement en France, qui prolonge en fait la protestation héritée de mai, et qui la fait advenir jusqu'en 1981, date de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui en quelque sorte capte ces différents mouvements protestataires, qu'ils soient pacifistes, régionalistes, voire féministes. Le deuxième décentrement, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'en France qu'il y a la révolution, mais dans d'autres espaces qui sont connectés les uns aux autres. Or, comme les Arméniens sont une diaspora, ils sont connectés donc avec de nombreux espaces et ils ne regardent pas seulement ce qui se passe en France, mais ce qui se passe aussi ailleurs. Enfin, le décentrement se fait parmi les acteurs. C'est-à-dire que pendant des années, on a surtout étudié les militants 68 parisiens. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on étudie aussi les militants donc de province. Or, les Arméniens de gauche des années 70 n'avaient jamais été étudiés jusqu'à présent. Et donc, j'ai voulu un peu montrer qu'ils avaient fait partie de ce mouvement de revendication dans la rue et qu'ils étaient un peu les oubliés et qu'ils avaient participé aussi à ces luttes. Et donc, en croisant l'histoire sociale des diasporas à travers le prisme des circulations, et la sociologie des mobilisations, l'étude d'une forme d'action protestataire, en apparence marginale, contre la Turquie, dans la deuxième moitié des années 1970 à Paris, est l'occasion d'interroger le rôle des usages bricolés de la rue dans la lutte contre la Turquie. Donc il y aura 3 axes. Le premier va montrer la dimension performative de ces actions de rue qui ont fait advenir la question arménienne autant que la voie diplomatique. Le deuxième axe montrera le métissage des usages de la rue arméniens, français, plusieurs décennies après l'expérience migratoire. Et le troisième axe montrera l'ancrage mondial de ces mobilisations et leur singularité par rapport à la chronologie des mobilisations françaises. Donc, premier axe, des mobilisations performatives. Performatives dans le sens où elles ont fait advenir un discours de lutte contre l'État turc. Alors, tout d'abord, en quoi consistent-elles ? Donc, elles sont nommées sauvages par leurs auteurs, et puis, comme l'indique le titre du journal, et elles le sont triplement. D'abord, sur le plan institutionnel, elles ne sont pas déclarées. Elles sont donc illégales. Les manifestants manifestent dans un lieu, se déplacent en courant pour ne pas être interpellés, et manifestent ensuite ailleurs en cascade. Sur le plan politique, elles visent à réparer une injustice, donc notamment les terres, c'est surtout les terres qui préoccupent les militants à cette époque, et donc elles visent à dénoncer la Turquie et à défier donc l'État turc. Enfin, sur le plan temporel, elles se caractérisent par leur brièveté, puisque le temps que les corps surgissent, apparaissent et ensuite s'évaporent aussi vite pour ne pas être pris donc, par la police. Elles sont donc à la fois éphémères et durables, puisque les manifestants continuent de manifester, mais ailleurs dans Paris. Un peu comme une étincelle, un peu comme en cascade, comme si la manifestation donc, ne s'éteignait jamais. Alors elles ont été pratiquées dans différents quartiers de Paris, à Cadet, à Belleville, où vivent les Arméniens encore à l'époque, mais aussi à République ou dans le Sentier. Alors, qui sont maintenant ces manifestants ? Donc, une très brève sociologie des acteurs de ces manifestations est ici nécessaire. Donc, les militants de libération arménienne appartiennent principalement, mais pas tous, à la 3e génération migratoire. Leurs grands-parents sont donc les rescapés du génocide venus en France dans les années 20. Leurs parents sont nés entre les années 20 et les années 40 et sont dans une dynamique de mobilité sociale ascendante. Ces militants, donc, nés plutôt dans les années 50, à la fin des années 70, ont été éduqués en France. Ils appartiennent à la génération du baby-boom, dotés d'un confort matériel. Ils sont lycéens, étudiants. Il y a des très jeunes, le plus jeune à cette époque à 16 ans. Donc ils sont lycéens, étudiants dans des établissements politisés, par exemple à Vincennes, qui est une université avant-gardiste. Ils sont étudiants en sciences humaines, en lettres, en sciences. Et donc ils ont accès à un capital culturel et un appareillage critique du monde social. Ils ont participé auparavant à des meetings, à des manifestations pour d'autres causes. Ils sont à peu près à cette époque, donc deuxième moitié des années 70, une cinquantaine, et les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes. Ils ont souvent fréquenté des organisations de jeunesse arméniennes dont ils se sont éloignés. Politiquement, on pourrait dire qu'ils se situent dans ce qu'on appelle la gauche alternative. Alors c'est un concept qui a été élaboré par les spécialistes donc, des années 68 en France, à l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, et qui désigne en fait une force politique qui se positionne contre les deux forces politiques de la gauche institutionnelle en France, à savoir la SFIO devenue le Parti socialiste et le Parti communiste français. Et effectivement, les militants de libération arménienne se sont construits en opposition aux deux forces politiques qu'ils considèrent comme archaïques à l'époque et qui structurent la communauté arménienne en France et qui s'opposent sur le soutien apporté ou non à l'Arménie soviétique, dont vous avez entendu tout à l'heure
l'exposé à ce sujet. Dans le cadre de la guerre froide, donc il s'agit des Dachnak, je ne vais pas revenir sur eux, donc socialistes et nationalistes, qui sont aussi très présents dans la rue. Ils sont aussi très présents dans la rue pendant cette période, mais avec d'autres types d'actions. Et puis donc les Rouges, la JAF et l'UCFAF, qui eux plutôt sont assez réticents vis-à-vis de ce type de manifestation. Et donc ces deux mouvements sont proches du PS et du Parti communiste. Ce qui est intéressant dans ces manifestations sauvages, c'est qu'elles sont un exemple de maîtrise de l'espace public et du rôle de la rue dans la publicisation de la question arménienne. En effet, les manifestants maîtrisent parfaitement les codes de la manifestation, comme le montre la photo. Ils ont tout l'équipement manifestant. Alors là, il n'y a pas de mégaphone, mais ils pouvaient avoir aussi un mégaphone. Ils sont dotés de banderoles, ils connaissent les itinéraires, ils ont des slogans, et par leur morphologie aussi, on voit bien qu'ils sont habitués aux manifestations parce qu'ils sont à la fois compacts, mais en même temps effilés, pour donner l'impression que la manifestation est assez étirée. Et donc, c'est le témoin de l'acquisition d'une culture manifestante de descendants d'immigrés qui ont été socialisés en France. Ils sont donc habitués des manifestations. Certains ont manifesté contre la guerre du Vietnam, d'autres contre le Chili de Pinochet. Ils cherchent donc à tenir la rue dans la durée en manifestant aussi le 1er mai, qui est donc une journée de lutte commémorative internationale qui a lieu une semaine en plus, les cérémonies du 24 avril. Et les RRG rapportent régulièrement dans leurs propos que les Arméniens sont déférents vis-à-vis de la France et qu'il s'agit que d'une petite minorité d'excités extrémistes, mais ils s'en inquiètent parce que c'est nouveau après ces décennies de recueillement dans des lieux clos. Et donc ces jeunes Français d'origine arménienne se sentent autorisés à lutter et à extérioriser leur lutte, et donc ils participent à leur manière à l'histoire de Paris en s'appropriant les rues de la capitale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on a eu aussi l'exposé sur Aratch, qui fait donc un bel écho à ce que je suis en train d'exprimer, alors que la langue arménienne dans les années 70 se perd et que la perspective d'un retour sur les terres s'éloigne, la rue représente pour des jeunes Français donc d'origine arménienne, donc dans un contexte post-68, un moyen inédit de rompre avec l'invisibilité de la question arménienne liée au négationnisme turc. La rue appartient donc à ces jeunes manifestants, autant qu'à d'autres jeunes Français, et il semble dire en quelque sorte « la rue est à nous, autant qu'à vous », un peu comme un défi. Et à l'image du nom du mouvement, Libération, ces manifestations sont libération du corps, puisque les manifestants expriment tous en entretien le fait qu'ils couraient. D'autre part, ces manifestations sont aussi une libération, une émancipation de la parole, puisque les militants crient, et ils criaient notamment « Turquie assassin », mais j'évoquerai d'autres slogans tout à l'heure. Un témoin, par exemple, rappelle qu'il n'avait plus de voix au moment de ces manifestations, et quand il fait le récit de cette manifestation, sa voix s'exalte à l'évocation du souvenir, à tel point que son intonation se modifie, jetant un pont donc entre la voix du passé et la voix du présent. Et donc ces manifestants redonnent vie à la rue parisienne par leur cris, et donc par contagion, vie à eux-mêmes, un peu surpris de leur audace et de cette explosion de vie infusée. Ces actions ont permis au mouvement de se mobiliser en interne, alors qu'il est en train de se constituer, de début de la deuxième moitié des années 70. Elle permet de montrer une détermination, et les récepteurs de ce petit théâtre ambulant sont donc les passants, les militants rappelant qu'ils étaient très contents de provoquer et de surprendre les Français. Donc c'est pour eux un moyen de tourner le dos aux pleurs, de réinventer une histoire des luttes arméniennes où tout est joie, qui transforme donc la rue en lieu de lutte contre la Turquie. Et donc leurs pas de course ont permis, en quelque sorte, de faire advenir la question arménienne, et c'est dans ce sens-là qu'elles ont eu une valeur performative. Avant donc la voie diplomatique. Mon deuxième axe s'intéresse plus particulièrement au bricolage des appartenances plusieurs décennies après l'expérience migratoire qui se joue dans ces moments manifestants. Alors d'abord, ces manifestations ont une dimension hybride. Hybride parce qu'elles croisent des registres et des registres de nature et d'échelle différentes. Puisqu'on a une pratique locale, courir vite dans Paris, qui est pratiquée par d'autres groupes d'extrême gauche en France dans cette période-là, qui est greffée sur une revendication nationale arménienne. Mais surtout, l'intérêt de cette étude, c'est de montrer le métissage qui est à l'œuvre. Tout d'abord, évidemment, à travers ces manifestations, c'est une appartenance arménienne qui s'exprime. À la fin du XIXe siècle, les Arméniens, dans l'Empire ottoman, manifestaient déjà contre le pouvoir autoritaire du sultan et avaient été réprimés, notamment en 1895. Il y avait une énorme manifestation, donc c'est pas nouveau. Il y a une historicité de ces manifestations sur le territoire d'origine. Cette appartenance arménienne s'exprime par un autre levier, celui de la présence des membres de la famille des manifestants. Ils manifestent en couple, en fratrie, voire même leurs parents
peuvent être présents. Et en effet, la famille arménienne a joué un rôle crucial dans la reconstruction de la communauté après sa dislocation provoquée par le génocide. Aussi, les liens intergénérationnels arméniens sont restés très forts. Et ce marqueur familial est une spécificité arménienne. On ne retrouve pas dans les manifestations d'extrême gauche des années 70 la présence de la famille. Alors c'est vrai aussi que ce que je dis, c'est peut-être plus pour d'autres manifestations, notamment pour défendre les prisonniers politiques arméniens. Mais quelques militants ont mentionné qu'il y avait leur mère qui courait avec eux. Donc c'est peut-être anecdotique, mais je me permets de le mentionner. Enfin, l'appartenance arménienne se lie aussi à travers les revendications, les références et les slogans, notamment AAA, Arménie, Feda, Feda, Fedaï, qui est donc une référence verticale aux combattants armés arméniens qui luttaient contre les troupes ottomanes à la fin du XIXe siècle, mais qui est aussi une référence horizontale, puisque Libération arménienne soutient tous les groupes armés qui commettent des attentats contre les représentants de l'État turc, à savoir donc la Sala, armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, et le CJGA, commando des justiciers du génocide arménien. Alors il y en a d'autres aussi, comme la NRA, Nouvelle Résistance arménienne, je ne vais pas tous les citer. Donc ça, c'est pour leur appartenance arménienne qui est revendiquée. Mais aussi, leur appartenance en jeu est aussi française dans cette manifestation. Et en effet, ils s'insèrent dans une filiation insurrectionnelle qui charrie avec eux toute une gestuelle d'insubordination qui est liée à Paris, notamment depuis la Révolution française. Et donc, ils deviennent ainsi acteurs de l'histoire en s'inspirant, je n'ai pas dit en copiant, mais en s'inspirant, ce qui n'est pas du tout pareil, des pratiques de l'extrême gauche française qu'ils réaménagent. Et on peut penser qu'il y a deux sources d'inspiration. La première, c'est un écho aux actions exemplaires. Alors, ce qu'on appelle les actions exemplaires, ce sont des actions qui étaient pratiquées par des militants d'extrême gauche français à Nanterre en mars 1968 pour obtenir la libération d'opposants à la guerre du Vietnam. Elles regroupaient des anarchistes, des membres de la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, des situationnistes qui refusaient les programmes et les techniques classiques du militantisme comme les meetings ou les pétitions. Les militants regardent aussi du côté des actions de propagande des spontanéistes et des trotskistes. Et donc, les jeunes Arméniens ont conscience de s'inspirer de ces mouvements d'extrême gauche français, puisque dans leur entretien, ils utilisent régulièrement les termes de « appliquer »,« adapter » ou encore « transposer ». Deuxième passerelle qu'on peut faire, c'est le lien avec la gauche prolétarienne. Alors la gauche prolétarienne, c'est un mouvement d'extrême gauche français du début des années 70 qui n'existe plus au moment où les manifestations on a la trace de ces manifestations, qui peut s'expliquer par la présence dans le mouvement Libération arménienne d'un ancien de la gauche prolétarienne. Et effectivement, il y a des passerelles théoriques qu'on peut élaborer. Tout d'abord, des passerelles entre la gauche prolétarienne et Libération arménienne sur des thématiques, notamment la résistance, la thématique de la résistance, la thématique de l'antifascisme, comme on le voit sur la banderole, la question du rôle du peuple, la question du rôle de la lutte armée sont communs au questionnement entre les deux mouvements. Les militants de Libération arménienne, comme les militants de la gauche prolétarienne, se considéraient un peu comme des nouveaux partisans, dans le cas des Arméniens, luttant contre l'État fasciste turc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la gauche prolétarienne a évolué dans la première moitié des années 70, et après avoir soutenu l'internationalisme ouvrier, s'est intéressée à des luttes plus identitaires, comme les luttes des immigrés et comme les Palestiniens. Il y a aussi des passerelles qu'on peut faire qu'on peut établir entre les deux mouvements. C'est que les militants de la gauche prolétarienne, eux aussi, commettaient des actions d'éclat qui traduisaient un imaginaire guerrier sans jamais passer à l'acte. Et il y a eu plus tard un organe qui s'intitulait l'OCR, Organisation communiste des travailleurs, et qui s'appelait l'Étincelle, un peu comme ces manifestations sauvages. Donc, dans un troisième temps, je vais voir avec vous qu'en fait, il ne faut pas réduire l'appartenance de ces manifestants à la seule dualité française et arménienne. En réalité, les militants empruntent d'autres références et d'autres pratiques qui inscrivent la lutte arménienne dans une histoire mondiale des luttes à la fin des années 70 et qui tissent une chronologie protestataire un peu décalée de celle de la France, car justement l'histoire des Arméniens ne s'inscrit pas seulement dans l'histoire de la France, mais dans l'histoire du monde. Et en effet, en raison de leur dispersion à travers le monde, suite à leur expulsion liée à l'expulsion après le génocide, les Arméniens sont imprégnés de multiples histoires et par ces actions disruptives convoquent des références et des pratiques issues de plusieurs territoires. Donc bien sûr le territoire d'origine arménien, je l'ai évoqué tout à l'heure, le territoire de la France, le territoire d'accueil, le territoire hôte,
la France étant elle-même ouverte à l'esprit contestataire venu d'ailleurs, mais aussi d'autres territoires où vit la diaspora dans le monde. Et effectivement, les manifestations sauvages s'inscrivent dans une perspective horizontale de solidarité avec les peuples du tiers-monde, comme notamment Cuba et la Chine, dont les luttes ont été réinterprétées par les mouvements d'extrême gauche en France 10 ans plus tôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que Libération arménienne les mobilise 10 ans plus tard, à la fin des années 70. Et effectivement, ces manifestations sauvages peuvent être lues comme une forme de réadaptation des focaux. Alors le foco, ça désigne en fait en espagnol les foyers de révolte, qui étaient en fait une théorie de guerre révolutionnaire du Che Guevara, et en entretien des militants mentionnent ces références, à Cuba. Et ces références elles-mêmes ont inspiré la Ligue communiste révolutionnaire, donc LCR, qui était imprimé, le journal donc Aybaïkar. D'autre part, ces manifestations peuvent être vues aussi comme une reformulation, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais du maoïsme. Alors pourquoi ? Parce que leur forme spontanée s'inspire des actions, ce qu'on appelle donc d'agite-prop, c'est-à-dire l'agitation de propagande des Maus Pontex. Les Maus Pontex, c'était un groupe français donc d'extrême gauche donc à la fin des années 60 qui était imprégné du maoïsme. Les références au maoïsme se lisent dans le fait que dans leur journal Aybaïkar, les militants écrivent par exemple que les Arméniens doivent faire leur révolution culturelle, ou encore que la révolution arménienne n'est pas une révolution de gala. Et enfin, le maoïsme offre un cadre aussi théorique, puisque Libération arménienne veut lutter contre deux impérialismes, à savoir celui de la Turquie, donc allié de l'OTAN et du bloc occidental, mais aussi celui de l'URSS. Et d'ailleurs, on voit sur le drapeau qu'il y a une référence aux prisonniers, aux dissidents d'Arménie soviétique, même si ce n'est pas le propos de la communication aujourd'hui. Et donc cette critique de la Turquie impérialiste se voit aussi dans la critique de l'impérialisme américain, donc visible sur la banderole. Et donc ici, à nouveau, le mouvement se distingue de l'extrême gauche française, puisqu'il acclimate diverses figures du tiers-monde que l'extrême gauche française, elle, dissocie. Et donc ces manifestations sauvages expriment le croisement d'idéaux révolutionnaires qui expérimentent des métissages issus d'histoires et d'espaces multiples qui donnent lieu à des syncrétismes inédits où les militants, donc manifestants, se réapproprient des combats d'autres peuples opprimés en lutte à travers plusieurs filtres et sélections, donc dont ceux de l'extrême gauche française, mais qu'ils veulent inscrire dans une perspective internationale. Et avant de conclure, je voudrais aussi faire une petite référence à la question du marxisme. Le marxisme aussi est indirectement mobilisé dans ces manifestations. Il est un autre exemple de butinage et d'usage politique détourné à partir d'un recyclage inventif. Alors à la fin des années 70, le paradigme marxisme n'est plus, un curseur dans les luttes mondiale, et il est reformulé justement par les jeunes Arméniens pour la question arménienne, mais il négocie par un glissement sémantique avec le marxisme, puisque de l'idée de lutte des classes n'est gardé essentiellement que le langage de la lutte de libération nationale, comme en témoigne aussi la banderole, qui permet donc de qualifier les États-Unis, la Turquie d'État oppresseur et les Arméniens de peuple opprimé. Ces emprunts donc montrent que les Arméniens sont perméables à plusieurs histoires et participent à une histoire monde dont les chronologies emboîtées diffèrent. Les luttes circulent et sont réinterprétées en passant les frontières. Certes, la France a connu les événements de mai 68, mais en diaspora, il y a d'autres luttes en Amérique latine, par exemple, aux États-Unis, l'opposition à la guerre du Vietnam, et puis bien sûr au Liban, la lutte armée qui s'organise depuis 1975 dans le cadre de la présence palestinienne et qui a permis de dynamiser et de publiciser la question arménienne. Et donc là aussi, c'est la dernière différence, troisième différence avec le militantisme français, c'est que l'usage de ces pratiques que les militants français faisaient 10 ans auparavant, les Arméniens, eux, font ces pratiques donc à la fin des années 1970 en raison de leur perméabilité à plusieurs chronologies et en raison aussi de la nécessité pour eux d'intégrer différentes temporalités, des temporalités vécues, notamment celle de la mémoire du génocide, celle de l'histoire de l'immigration, de l'acclimatation à la culture française, de l'ascension sociale, qui rendent possible certaines formes de militantisme. Et donc, les militants s'approprient, selon leur propre grammaire, les codes protestataires de la société d'accueil qui confirment la nécessité de prolonger la protestation des années 68 plus en avant et en l'insérant dans une histoire mondiale des luttes. Donc, pour conclure,
L'étude des manifestations sauvages arméniennes à la fin des années 70 à Paris s'avère à plusieurs titres heuristique. Elle montre que l'étude de la diaspora arménienne nécessite de s'insérer dans une histoire globale, d'une part en raison de leur dispersion, d'autre part parce que la question arménienne pose des enjeux globaux. Un peu à la manière des artisans, les jeunes Arméniens rassemblent des morceaux épars d'histoire et d'espaces multiples qu'ils croisent, font se rencontrer, jetant un pont entre le passé et le présent et entre les espaces. Ils collent des bris avec beaucoup d'ingéniosité, et le bricolage n'est pas qu'une simple imitation, il nécessite pour eux d'être inventifs, et ils dessinent une autre chronologie de leur lutte dans la rue, décalée de quelques années par rapport à la périodisation canonique des luttes en France. Ces manifestations sont hybrides, elles reflètent un moment des luttes en transition, émancipatrices, tournées vers des horizons internationaux, et plus identitaires, centrées sur la défense d'une question nationale, celle d'un peuple invisibilisé. Elles sont aussi métissées, puisqu'elles sont parcourues par des horizons arméniens, de France et d'ailleurs. Même si elles ont eu peu d'écho auprès de l'arène médiatique et politique, elles ont permis d'actualiser la question arménienne, puisqu'elles ont contribué à dynamiser le mouvement. Et au début des années 80, les militants participaient à d'autres types de manifestations, beaucoup plus conventionnelles, pour défendre les prisonniers politiques arméniens accusés d'attentats, par exemple, qui ont permis, elles aussi, avec les manifestations du 24 avril, de publiciser la question arménienne dans l'espace public français, ce qui montre bien donc que cet usage de la rue a joué un rôle aussi important que la voie diplomatique. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère pas avoir dépassé le temps. Merci beaucoup, Sophie, pour cet exposé très clair, très riche, qui, j'en suis sûre, a ravivé la mémoire de certaines personnes ici présentes. Si vous avez donc des questions, je vous invite à les noter et on les posera après l'exposé de notre prochaine intervenante.